Oh. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par plusieurs opérateurs de stake pool. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Salut Salut Quentin, ça Quentin. va et toi? Salut Salut Quentin. Quentin. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'expérience des stake pool opérateurs dans les 6 premiers mois, depuis le lancement de Shelly, pour avoir un peu leur pouls sur l'expérience, savoir si l'ITN était vraiment un bon training pour eux. Et on va également parler de la fin de l'année, donc toutes les activités qui arrivent dans les dernières semaines sur Cardano et ce qui va également arriver en 2021. Alors, je lance directement la première question, le premier sujet. Messieurs, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que l'ITN a été un bon test, une bonne façon d'apprendre à gérer un stake pool par rapport à ce qu'on a vu depuis le lancement de Shelly? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer là-dessus? Je peux commencer, Quentin, si tu veux. Je vois que personne prend la main. Psycombe ici, opérateur de Stakhanovit. Pour ce qui est de l'ITN, je dirais que oui et non. Ce qui changeait par rapport à l'ITN et le mainnet, c'est tout simplement le code. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même code base. L'ITN, c'était un nœud qui s'appelait Jormungandr, qui était codé en Rust. Qui fonctionnait, mais qu'il fallait surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'en fait, il avait tendance à cracher assez régulièrement. Et alors que depuis qu'on est passé sur le code Haskell, que ce soit au niveau des testnets, puis du mainnet depuis fin juillet, début août de 2020, c'est un nœud qui se lance et qui, pour ma part en tout cas, ne s'arrête que lorsque on décide de le redémarrer manuellement. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là. En tout cas, moi, j'en ai jamais eu. Du coup, le seul point commun, peut-être l'ITN et le mainnet, c'est tout ce qui est procédure de mise en place des serveurs, de surveillance, monitoring. Ça, pour ma part, c'est partagé entre les deux expériences. Mais pour ce qui est de la robustesse du nœud, clairement, Haskell a pris le dessus. Alors moi, j'ajouterais quelque chose qui est, nous, on a commencé donc au mois d'août, mais une des choses qui, je pense, était à noter, qui est à noter, c'est que la communauté était quand même hyper active et hyper supportive de chacun des membres de la communauté, parce que même si on a commencé en août, déjà en janvier, février, on commençait à prendre des infos dans les groupes Telegram. Et ce qui était intéressant de voir, c'était que justement, les gens étaient déjà là en train de s'entraider. Et j'ai envie de dire que ça a peut-être même montré crescendo, c'est-à-dire que les gens qui étaient bien préparés au moment de l'ITN, arrivé le mainnet en août, et ben finalement avaient accumulé beaucoup de connaissances, et c'est des connaissances qu'ils ont partagées assez facilement avec les nouveaux arrivants, et ça leur a permis en fait de se déployer à une vitesse quand même, je trouve, assez fulgurante. En août, fin août, on avait déjà, je crois, 800 ou 900 stake pools, et là, on dépasse les 1100. Donc, ça veut dire que quand même, il y a eu une expérience d'un point de vue développement qui a été, on va dire, assez positive. Et l'ITN a été, pour moi, a rempli ses objectifs qui étaient de, en fait, poser les jalons, vraiment make sure que les développeurs soient à l'aise avec l'environnement de développement. Il y a eu certes quelque chose qui ont changé, mais globalement, c'était quelque chose qui est monté en puissance et qui a vraiment délivré au moment de Shelly. Il n'y a pas eu de bug au moment du hard fork, tout s'est super bien passé. Et aujourd'hui, ça marche super bien. Donc, globalement, très satisfait. En tout cas, nous, de l'expérience que l'on a eue et de l'aide que l'on a reçue, c'était génial. On a jamais personne ne nous a demandé d'argent. C'était de l'aide qui venait vraiment, je pense, à cœur ouvert. Et ça, c'est vraiment un plaisir, j'ai envie de dire, de bosser dans une communauté qui a cette philosophie. Ouais, je suis d'accord avec Jérôme. Nous, pareil, on a commencé direct au mainnet. Et puis, ouais, l'aide, la communauté, incroyable. Nous, on avait gardé un œil toujours pendant l'ITN,
Et je sais que ça n'a pas été très facile pour ceux qui étaient pendant l'ITN parce que ouais, il y avait, on voyait les serveurs qui se déconnectaient, toujours falloir le surveiller pendant 24 heures sur 24. Mais ouais, nous, l'aide qu'on a reçue pendant le mainnet, incroyable. Personne nous, parce que c'est vrai qu'à dans le fond, on est tous en compétition, mais on ne le ressent pas en fait. Quand on pose des questions dans les forums, tout le monde est super content de s'entraider. Donc ouais, super communauté quoi. Ouais, c'est bon, Pour merci. ma, Oui, vas-y. pour ma Vas-y. part, je dirais que l'ITN, ça a surtout apporté les conditions générales dans lesquelles ça allait se passer. C'est-à-dire les stake pools, mettre son serveur en place, les délégations, la communauté des délégateurs, la communication, voilà. Mais c'est vrai que techniquement, c'était très différent et que c'est allé dans le bon sens, heureusement. Oui, on peut dire que c'est ça, comme Jérôme et comme vous l'avez tous dit, l'ITN a rempli vraiment son objectif, qui était de préparer, c'est ça, des opérateurs et de bâtir une communauté. Puis au niveau de l'ITN, on a eu beaucoup d'opérateurs très rapidement. Et comme Jérôme l'a dit aussi, c'est devenu exponentiel lors de la sortie de Shelly sur le mainnet. Mais je sais qu'il y a eu quelques confusions quand même. En tout cas, je l'ai ressenti de mon côté au niveau des paramètres parce qu'on nous parlait du paramètre K, A0, du pledge et puis de l'interaction de ces trois paramètres-là. Et au final, certains stake pools ont eu de la difficulté parce que soit ils n'avaient pas assez de visibilité, soit ils voyaient que le pledge n'influençait pas tant que ça leur apparition dans Daedalus. Est-ce que vous avez eu un peu de confusion ou est-ce que vous avez été impacté par cette confusion-là avec les différents paramètres? Pour moi, bah, je vais. Nous, en fait, par rapport aux paramètres, on a bien vu que ceux qui avaient commencé dans l'ITN avaient déjà un gros avantage, ce qui est normal. C'est eux qui ont fait le, le plus gros travail. Mais c'est vrai qu'ils avaient déjà des délégations et obligatoirement, plus vous avez de live stake, plus mieux vous êtes placé dans les rankings. Donc, c'est vrai qu'ils avaient un gros avantage, mais non, par rapport, je pense qu'il y avait assez d'informations sur K à 0. Je sais qu'il y a plusieurs SPO qui ont été un peu surpris parce qu'on pensait, par rapport aux EMA que faisait Charles, moi j'étais plus sur l'impression que le pledge aurait une grosse différence sur les rewards qu'on pourrait donner à nos délégateurs. Et là, on s'est aperçu, comme A0 n'a pas encore été changé, il n'y a vraiment pas une grosse différence pour les gens qui pledge entre 10 000. Pour l'instant, si tu pledges 10 000 AIDA ou 2 millions d'AIDA, la différence est vraiment minime. Donc, mais bon, je pense que ça va Mais changer. elle se ressent dans le classement et c'est pas négligeable. En fait, Daedalus ou je ne sais pas vraiment sur les autres plateformes, mais le pledge a quand même un impact sur le classement. Moi, je sais pas, sur Yoroi, je vois pas trop de différence. Je pense que c'est plus par rapport au la margin percentage que ça affecte plus. Je sais pas. Après, le problème, c'est que tous les wallets, ils ont un peu un ranking un peu différent. Donc, Moi, je partais un peu du principe que Daedalus avait plutôt le ranking standard. Et je vois qu'AdaFR se retrouve devant les 1 PCT, les 1% pool. Et du coup, bon, c'est le pledge, ça, je pense. Je pense que ça fait du sens quand on y réfléchit, parce que faut des paramètres pour ranker. Et j'ai envie de dire que par nature, le système, il a aussi envie de mettre en avant les gens qui ont du skin in the game, comme on dit. Et ça passe par le pledge. Donc, dans une certaine mesure, on peut imaginer, c'est assez difficile d'évaluer de façon quantitative quel est l'impact, mais je pense que c'est pris en compte par le système
Dans quelle proportion, c'est assez difficile de le dire. Pour ma part, ici, j'ai été positivement et négativement surpris le jour du lancement. Alors, positivement par justement le paramètre A0 qui définit l'influence qu'aura le pledge sur les récompenses, enfin l'influence de l'engagement du pool opérateur sur les récompenses. Il était mis assez faible, ça veut dire que finalement, comme l'a déjà dit Cédric, peu de pledges, beaucoup de pledges, ça va avoir une influence minime. Alors pour moi, je trouvais ça pas mal parce qu'en fait, ça permettait à des gens qui avaient investi du temps, hein, parce que l'ITN, dans notre cas, c'était surtout beaucoup de temps, de ne pas passer complètement à la trappe parce qu'on n'était pas une whale dada japonaise qui débarquait avec ses 150 millions dada. Donc ça permettait à des petits pools, on va dire, d'exister et de pouvoir capitaliser sur autre chose que juste une masse dada conséquente. Comme l'a dit Régis, pendant l'ITN, ça a été construire une base de délégateurs qui sont assez loyaux quand même, se faire connaître sans pour autant voilà, avoir une masse d'argent conséquente. Ensuite, le paramètre qui m'a par contre un peu, on va dire, chagriné, c'est le paramètre K, c'est-à-dire le nombre optimum de pools que le réseau, enfin, on va dire le nombre, c'était 150. Cardano se dirigeait vers 150 pools pour le nombre optimal. Et ça, j'ai trouvé qu'à la sortie, c'était extrêmement petit comme nombre, parce que dès la fin de l'ITN, on voyait déjà qu'il y avait plus de 1000 personnes, en tout cas 1000 pools, 1200 ou 1300 qui s'étaient déclarés et qui étaient actifs pendant l'ITN. Et donc, le jour de la sortie de Shelly, mettre ça à 1/10 des gens qui étaient présents, c'était un petit peu difficile parce que ça signifiait que 150 pools allaient gagner pas mal de récompenses et laisser 800, 900 pools sur le pas de la porte alors qu'ils avaient fait l'effort de se manifester pendant l'ITN. Donc ça a été corrigé depuis, il y a eu un passage à 500, donc c'est déjà mieux. Et en mars, on attend donc le passage à 1000, qui correspondra, je pense, plus à la réalité des gens qui sont prêts à participer. Je pense que, en fait, moi, mon avis, c'est que ça a été aussi un moyen pour IOHK et la communauté Cardano aussi de reward les gens qui avaient participé pendant l'ITN et dans une certaine mesure aussi de play it safe. En concentrant autour de 150 pools, ça a été un moyen de dire finalement on prend assez peu de risques. Les pools, a priori, qui ont les plus gros pledges sont ceux qui ont été là pendant l'ITN, ceux qui ont le plus d'expérience. Donc, on évite un peu le blow-up. Et connaissant IOHK, c'est un peu leur philosophie de travail. Ils font vraiment les choses, on va dire, assez lentement et de façon consistante, plutôt que de faire un rush vers les 1000 day one. Donc, cette stratégie, moi, je la comprends et je la supporte, même si moi, nous, on a été du côté des petits pools et où on n'en a pas profité du tout. C'est une stratégie qu'on supporte, je trouve. Et finalement, 3 mois, on a mis quoi, 3 mois ou 4 mois à arriver à 500 à l'échelle d'une décennie ou 2-3 décennies. Je pense que c'est pas grand-chose. Si on est vraiment là sur le long run, pour le long terme, 2 ou 3 mois, finalement, ce sera insignifiant. Ce qui compte, ça va être comme vous le disiez, l'expérience que chacun déploie dans le développement de son pool. Il ne faut pas oublier qu'on engage quand même des coûts et que ceux qui sont derrière les pools, ça reste des gens, mais aussi des business. Et que derrière, voilà, il faut déployer, il faut avoir une stratégie marketing, il faut avoir une proximité avec ces délégateurs. Et ça prend du temps et ça va arriver petit à petit. Ouais, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris parce que dans les forums ou même d'après ce qu'on entendait, moi, je m'attendais plus à un quai aux alentours de 250. Je savais que ça allait beaucoup descendre, ça allait être bien en dessous de 1000, mais je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui pensions 250. Et là, quand on a vu 150, on s'est dit, oh, ça va être difficile au début, mais bon,
c'était à s'attendre. Et puis, comme il dit Jérôme, c'est vrai que ça a récompensé ceux qui étaient dans l'ITN des débuts. Donc, c'est méritant, quoi. Donc, nous, on s'attendait à perdre de l'argent au moins pendant 1 an. Donc, on a bien planifié. Donc, Oui, effectivement. Et puis, ce que je remarque, puis c'est pas pour mettre IOG ou Charles un peu pas dans le rouge, mais on the spot. Mais effectivement, au niveau technique, il y a eu une très bonne communication au niveau de la communauté des stake pool opérateurs, mais au niveau, pas marketing, mais au niveau justement de la réalité de gérer un stake pool, je pense que Charles, il y avait un peu de confusion au niveau de Charles Hoskinson, notamment, lorsqu'il parlait justement de tout le monde pourrait lancer un stake pool, puis avec un RockPi, on pourrait commencer un stake pool. Donc, est-ce que, personnellement, je trouve que c'est un petit peu confus au niveau de la communication qu'IOHK avait au niveau du staking. Est-ce que vous partagez cet avis-là que la communication aurait dû être mieux pour qu'il y ait moins de stake pool opérateurs, moins de personnes dans le fond qui se décident de lancer un stake pool puis qui réalisent rapidement qu'ils sont en train de perdre de l'argent puis qu'ils ne sont pas prêts à ça? C'est clair que dans toutes ces AMA, le message c'était n'importe qui, n'importe où peut run une pool avec un RockPi, avec 5000 ADA de pledge. Et je pense que ceux qui ont commencé à faire ça, ils sont rapidement rendus compte que ça n'allait pas marcher. Et je pense qu'on a vu ça le premier mois, je me rappelle, moi, au mois de septembre ou même début octobre, on voyait plein de personnes qui avaient commencé à faire une pool qui disaient non, on remballe, ça ne va pas marcher. Mais là, on voit qu'il y a toujours, là maintenant on est à plus de 1200 pools, ça rejoint à peu près les numéros, le nombre qu'il y avait pendant la TN. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte. Mais bon, après, c'est vrai que si vous l'arrêtez au bout d'un mois, c'est que les gens n'avaient pas vraiment prévu leur business, quoi. Mais ouais, il y en a qui ont remballé, il y en a qui ont commencé. Donc ouais, je pense. Mais bon, c'est clair que tous les gens qui pensaient qu'ils avaient juste besoin de 5000 ADA de pledge et des RockPi, ouais, ils ont eu une mauvaise nouvelle, quoi. Ouais, moi, comme tu dis, Quentin, tu mets Charles on the spot sur cette question-là de la communication. Avec le temps, moi, il est devenu évident que, enfin pour moi en tout cas, que Charles Hoskinson, c'est le chef marketeur de IOG, et donc en fait, il ne parle pas tout à fait aux mêmes personnes. Quand il fait des AMA, il parle à la communauté au sens large, donc c'est-à-dire détenteurs d'ADA, futurs détenteurs d'ADA, monsieur et madame tout le monde. Avec le temps, on ne peut pas, en tant que pool opérateur, moi en tout cas, je ne me base pas sur ce que dit Charles Hoskinson, mais plus sur ce qu'on échange dans les channels de pool opérateurs. Éventuellement, on a aussi des conf calls avec l'équipe de IOHK assez régulièrement. Ça tourne à peu près 2 fois par mois. Et donc là, en discutant avec les ingénieurs, ceux qui font le boulot du code, on n'a pas tout à fait les mêmes sons de cloche. Et c'est normal. C'est 2 canaux de communication complètement différents. Et effectivement, c'est dur de se baser sur le discours marketing de Charles Hoskinson dans ses AMA pour faire le boulot de pool opérateur. C'est complètement différent pour moi. C'est bon, puis c'est ça, Oui, vas-y, Jérôme. Oui, j'ajouterais que et je pense que c'est bien aussi pour les gens qui potentiellement songent à monter un pool. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment être réfléchi. C'est pas un truc qui tombe du ciel et tu dis, ah tiens, je vais faire un pool parce que je vais aider la décentralisation, etc. La réalité, et moi je me rends bien compte, c'est que donc on a lancé le
notre pool en août, mais on n'a pas eu tellement finalement même avec la diminution de K, l'augmentation, on est à 500, on n'a pas eu non plus une arrivée de stake sur notre pool. Et donc, la leçon à tirer de tout ça, c'est que même si vous avez l'infrastructure qui est déployée, rien ne vous garantit que vous allez toucher des rewards et que des gens vont staker. Il y a un vrai effort tout à l'heure, j'en parlais, de créer une proximité avec une communauté pour que des gens viennent staker avec vous. Et d'une certaine mesure, je trouve que c'est normal. Il faut se poser et réfléchir le truc vraiment comme un business. Nous, aujourd'hui, on est une équipe de 3 personnes, 2 personnes plus sur l'aspect technique et moi plus sur l'aspect développement et marketing. Là, j'ai commencé tout juste la chaîne YouTube, mais c'est quelque chose qui demande de l'engagement, du temps. Et ce n'est pas quelque chose où on se dit je lance un pool et par miracle, les gens vont staker chez moi et je vais gagner de l'argent. La réalité, ce n'est pas celle-là. Même si Charles Hoskinson partage une vision très inclusive de tout le monde, la réalité, c'est que ça reste des business, des coûts qui sont engagés et il faut déployer des efforts sur Telegram, sur YouTube, sur Twitter, ce que vous voulez, pour créer une confiance avec vos délégateurs. En tout cas, avoir une vraie stratégie. Ça peut être une stratégie de prix, ça peut être une stratégie marketing, ça peut être un certain nombre de choses. En tout cas, ça mérite, il faut, je crois, se poser et vraiment réfléchir, planifier et ensuite exécuter. Oui, c'est exact. Puis c'est ça, on voyait que je pense que j'ai fait une erreur dans mon dernier podcast où je mentionnais que les stake pools d'IOG allaient tous disparaître. Pour rectifier, c'est que les stake pools d'IOG vont devenir des stake pools privés et ils ont lancé donc leur programme pour sélectionner des stake pools puis déléguer 3 millions d'EDA à chacun des stake pools. Alors, justement, ils visaient un petit peu les stake pools, soit qui ont un aspect caritatif, ou alors des stake pools qui sont dans l'éducation au niveau de Cardano. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir une délégation de 3 millions d'EDA maintenant que, justement, le cas est passé à 500? Ou alors, c'est 3 millions, c'est pas beaucoup? Alors, moi, je pense... je me permets de commencer parce que je pense être assez bien placé dans la mesure où on reste encore un tout petit pool. 3 millions d'EDA, staker, ça peut être la différence entre ce qui te fait gagner et perdre de l'argent. Ou en tout cas, être sur un niveau où tu es break-even et tu ne perds pas d'argent. Donc oui, ça peut être un élément différenciant parce que tous ceux qui vont être en dessous, je dirais, de 2 millions d'EDA de stake, en fonction des coûts qui sont engagés, mais probablement qu'ils ne vont pas gagner d'argent. Donc, effectivement, s'il y a quelqu'un qui vient et qui stake 3 millions sur ton pool, oui, ça fait du bien et oui, ça te permet de dire « Ah tiens, je ne perds pas de l'argent ». Et psychologiquement, l'impact, il est différent parce que le moment où on arrive déjà à être break-even, bah, tu te dis tout ce que je fais, it's on top of it ». Alors que si tu es dans le rouge, tu es là, tu essaies de sortir la tête de l'eau, ok, c'est peut-être pas des montants qui se chiffrent sur des milliers d'euros, mais ça a, je pense, quand même un impact de se dire « Ah tiens, ça me fait perdre de l'argent ». Dans un monde où tu as un certain nombre de dépenses, tu as quand même envie d'optimiser tes cash flows. Et un cash flow négatif, c'est jamais une bonne chose à avoir. Donc 3 millions, oui, c'est quelque chose qui peut effectivement faire la différence. Et pour terminer, tout à l'heure, je parlais d'efforts. Aujourd'hui, pour avoir ces 3 millions, ce n'est pas quelque chose qui vont tomber du ciel. C'est effectivement, il faut aller, il faut pitcher, il faut écrire la philosophie de ton pool, laisser IOG décider, mais ça demande quand même un effort. Donc, les gens qui veulent se lancer, il faut se mettre en tête qu'il faut déployer de l'effort. Et nous, on en est l'exemple. Moi qui n'ai pas encore suffisamment déployé d'efforts marketing, on n'a pas encore de montée en puissance de stake parce qu'on n'a pas suffisamment poussé.
Donc, oui, 3 millions, ça peut faire une différence. Moi, je pense que ouais, 3 millions, c'est vraiment important parce que ce qu'il faut que tes auditeurs comprennent, c'est que quand vous déléguez à une pool, pour pouvoir avoir des rewards, il faut que la pool a mint au moins un bloc. Et donc, et maintenant, pour pouvoir minter un bloc à chaque époque, en average, je pense qu'il faut avoir aux alentours de 3 à 4 millions pour être sûr d'avoir plus ou moins, d'avoir des bonnes chances de minter un bloc à chaque époque. Et donc là, pour l'instant, les petites poules qui ont moins de 2 ou même 1 million de ADA, ils ont très peu de chances de minter un bloc à chaque époque. Donc les gens, en fait, ils délèguent aux petites poules et puis ils voient, oh, une époque, ils n'ont pas eu de reward. Deuxième époque, pas de reward. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent et ils vont vers une plus grosse pool parce que les plus grosses poules, bah, ils sont garantis de minter des blocs. Donc là, je pense qu'avec l'effort de AEHK, s'ils peuvent donner 3 millions à toutes ces petites poules-là, eh ben, ça leur met le pied à l'étrier. Et après, donc, en faisant du marketing, en faisant des efforts, en étant un peu plus visible, je pense qu'ils peuvent vite avoir 4, 5, 6, 7 millions. Je sais que nous, maintenant, on n'est pas loin des 10 millions et on voit, là, ça fait une grosse différence. Au début, quand on était aux alentours de 3 millions, eh ben, nous, on a eu de la chance. Au début, tout de suite, on a eu des blocs assez rapidement. Donc là, nos délégateurs, bon, ils se disent, bon, voilà, on reçoit des rewards, c'est bien, on va rester avec eux. Mais je connais d'autres SPO qui n'ont pas eu cette chance-là. Même ils avaient plus de délégations, plus de live stake que nous. Mais bon, ils étaient malchanceux. Donc, une époque, pas de bloc. 2 époques, pas de bloc. 3 époques, pas de bloc. Et les délégateurs, ils sont partis, quoi. Et puis après, sans délégateur, c'est dur. Et puis, il faut payer les bills. Donc, on perd de l'argent, on perd de l'argent, on perd de l'argent. Et donc, oui, je pense que 3 millions, ça peut aider, quoi. Nous, ça a été le cas. Il y a eu, je crois, 3 époques. On est à 2 millions de stakes. Et il y a eu 3 époques où on n'a eu pas du tout de blocs. Et en revanche, les blocs d'après, on a eu tout de suite un réajustement et on a fait, je crois, 7 blocs en 2 époques. Et il y a effectivement une forte variabilité quand tu as moins de stakes, il y a plus de variabilité dans la production de blocs. Et donc ça peut créer une certaine forme de tension. Je ne sais pas si c'est le bon mot auprès des délégateurs, parce que les délégateurs veulent avoir des revenus qui viennent de façon continue et consistante. Et quand on a un petit stake, ça fait des zigzags. Donc, Par contre, ça permet d'avoir… ça fait des bons zigzags parce que quand on a vraiment un petit pledge, nous, je me rappelle le premier bloc qu'on a eu, je crois qu'on a donné du 12% de ARO et que normalement, l'average, pour une plus grosse pool, la moyenne, ça va être aux alentours de 5,5, entre 5 et 6. Mais quand on est une petite pool, on peut offrir un coup 0, un coup 11. Donc, c'est là qu'il faut communiquer avec les délégateurs, leur dire, écoutez, c'est juste le début. À la fin de l'année, on va payer autant que les grosses poules. Mais bon, par contre, ça va être un peu les montagnes russes. Donc, soyez patients, restez avec nous. Et je pense que les délégateurs qui sont assez bien informés, ils restent, quoi. Mais il faut donner beaucoup plus d'informations aux délégateurs parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Ils se disent, pourquoi j'ai eu 0 cette époque? Donc, il faut expliquer, dire, écoute, tu as 0 maintenant, mais peut-être la prochaine époque, tu auras 10%. Et on en a parlé un petit peu, mais c'est sûr que je ressens un petit peu la différence entre les personnes qui ont participé à l'ITN et ceux qui n'ont pas participé à l'ITN, parce que effectivement, je pense que pour Malik et Régis, vous n'avez pas eu ce genre de souci-là ou ce genre de réflexion-là. Et je me pose la question, mais je pense que la fondation a délégué également des ADA à certains pools à un moment donné. Est-ce que ça a été votre situation, Régis, Malik? Pas pour moi. Alors, Régis, je pense pas, non, effectivement. Pour ce qui est de Stakhanovite, c'est le cas.
dès la première époque, on a eu une délégation de l'équivalent de, je crois, 1/10 des fonds de la Cardano Foundation. On a été 10 stake pools à bénéficier de ça, du 10e, donc ça représentait 60 millions et quelque chose. Ils ont fait ça pendant 10 époques et je crois que c'était une manière pour eux de remercier en fait le boulot qu'on a fait depuis 2 ans maintenant, je pense, à la dizaine de pools opérateurs qui en ont bénéficié. Après ces 10 époques, ils ont publié un article qui décrivait quelle allait être leur politique de délégation. Et donc maintenant, ils sont partis de chez nous et des 10 autres et des 9 autres. Et ils délèguent à la communauté tous leurs aidants en fait, de la Cardano Foundation. Ils les délèguent à des pools communautaires. Donc ça, c'est pas mal. Pour démarrer, je ne vous cache pas que ça vous met, en tout cas, ça met votre pool sur la carte. Et ça, c'était un geste que moi, en tout cas, j'ai apprécié parce qu'on fait des choses depuis longtemps. On entend beaucoup voilà, le retour va venir, et puis quand il vient, ça fait plaisir. Après, je comprends qu'ils ne vont pas rester chez les 10 opérateurs tout le temps, et c'est parfaitement normal que maintenant ils fassent tourner un petit peu plus. Pour ce qui est de la stratégie de IOHK, je pense que 3 millions, donc avec 3 millions, ils pourront soutenir de manière tournante, je pense que c'est tous les trimestres, une centaine de pools opérateurs, entre 100 et 120 pools opérateurs, c'est un peu plus de 300 millions qui vont déléguer. Je pense que c'est pas mal parce que dans l'année 2021, en fait, dès le mois de mars, on sera à 1000 pools, ce qui voudra dire qu'un pool sera arrivé à saturation aux environs de 30 millions d'AIDA. Donc 3 millions, ça représente 10%. Donc 10%, c'est loin d'être négligeable de la saturation d'un pool qui viendrait de IOG. Et je pense qu'ils ont décidé, ils ont choisi ce chiffre pour pas représenter plus, parce que justement, comme l'a dit Jérôme, il faut aussi motiver les gens à, je pense, développer leur activité. Et si ça représentait plus que 10% de la saturation, c'est-à-dire si ils déléguaient 10, 15, 20 millions par pool, eh bien le pool qui reçoit cette délégation, finalement, il n'a plus aucune réelle motivation à s'investir, à faire plus. Finalement, autant ouvrir un pool, attendre qu'IOG vienne pendant 3 mois et puis recommencer 3 mois plus tard. Et donc, finalement, l'écosystème n'évoluerait pas trop. Alors qu'en plafonnant à 10%, eh bien, ça veut dire, OK, petit coup de pouce, mais il va falloir faire 90% du chemin tout seul. Donc, voilà, c'est une aide, mais pas plus. Alors, Régis, tu sembles être le chosen one, celui qui a lancé son pool, puis le pool a été successful quand même assez rapidement. C'est quoi la recette ou l'ingrédient secret de ton pool, là? Vas-y, balance les secrets. Je pense que le pledge a aidé en termes de visibilité. Et en fait, le paramètre A0, il a été bien choisi. Finalement, il aurait pu plus avantager AdaFR. Mais en fait, je suis content qu'il n'ait pas eu plus d'impact que ça sur les rémunérations, parce que ça permet à AdaFR d'être bien, d'avoir de l'avenir, et quand même de ne pas compromettre l'arrivée d'autres stake pool opérateurs qui ne partent pas avec un pledge aussi important. Et à ce moment-là, parce que c'est ça, on le dit, on va passer à 1000 bientôt. Ça veut dire que beaucoup plus de petits stake pools vont avoir de la visibilité. Là, ils vont avoir un petit peu le push de IOG. On parle de, est-ce que vous êtes prêts? Et je sais que certains ont déjà leur réponse et d'autres sont peut-être en réflexion, mais partir un deuxième pool, c'est quoi la difficulté à ce moment-là de partir un deuxième pool?
parce que ça va bien, parce qu'il y a de la demande, parce qu'on va passer à 1000. Est-ce qu'il y a un incitatif à partir un deuxième pool ou alors à rester justement sur ce premier pool puis s'assurer que ce pool soit viable sur le long terme, etc.? Est-ce que vous y pensez? Bon, bah, je vais commencer. Nous, on a pris une approche. Moi, j'ai rien contre les personnes qui vont avoir plusieurs pools, mais nous, avec Kind, on voulait juste créer une pool et pour aider à la décentralisation. Donc, on s'est dit, nous, on fait juste une pool et dès qu'on est plein, on déléguera, on recommandera des autres pools, des autres pools francophones, mais c'est tout, on n'en fait qu'une. Mais après, je comprends. Après, si vous avez une pool et vous avez une bonne communauté, vous faites du bon travail, vous voulez en ouvrir une deuxième, je vois pas vraiment de problème. Après, tant que moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est les pool farms, ce qu'ils appellent comme là One PCT, qu'ils ont 22 pools avec un minimum de pledge. Ça me fait un petit peu peur parce qu'ils pourraient faire des attaques sur le network. Après, une pool qui marche bien, si vous voulez en ouvrir une deuxième juste derrière, pourquoi pas. Mais après, quand je vois certains opérateurs qui sont 8, 9, 10, 22, ça m'inquiète un petit peu parce que moi, je pense que Cardano, il faut voir long terme, plus ça sera décentralisé, plus il y a de grandes chances que ça marche. Donc, en ouvrant 22, 30, 50 pools, c'est clair que c'est l'appât du gain, on peut faire plus d'argent, mais long terme, peut-être que ça va affecter la décentralisation. Et moi, je pense que surtout, si vraiment les gens ils sont là pour faire de l'argent, si Cardano est vraiment, vraiment décentralisé, ça va augmenter la valeur de ADA et donc les gens ils feront plus d'argent. Donc, nous, tout de suite, on a dit, nous, on ne fera qu'une pool. Et dès qu'on arrive au niveau de saturation, on dira, écoutez, regarde, il y a d'autres pools francophones, moi je vous les recommande. Ou nous, comme on fait beaucoup dans les charités, nous on donne un pourcentage de tous nos profits à des œuvres caritatives. Si on voit aussi d'autres pools qui supportent les mêmes, qui ont un peu les mêmes idées que nous, on dirait, écoute, nous on a saturation, mais il y a tel et tel pool, on vous les recommande, et voilà. Mais bon, après, si on a pour les opérateurs qui ont une pool qui marche bien, s'ils veulent en ouvrir une deuxième, je vois pas vraiment j'ai pas vraiment de problème avec ça. Par contre, quand j'en vois qu'on 22, 23, 30 poules, ouais, là, c'est inquiétant, quoi. Pour ce qui me concerne, on est arrivé aujourd'hui à quasi saturation sur notre pool, ce qui veut dire que en mars prochain, quand le nombre optimal de pools va doubler, mécaniquement, ça veut dire qu'on aura 2 fois trop de stakes dans notre pool. Et donc, va se poser la question du est-ce qu'on offre la possibilité aux délégateurs qui sont contents chez nous de rester chez nous. Et si c'est le cas, ça veut dire qu'il faudra ouvrir une deuxième pool. Alors moi, je ne suis pas du tout fermé à cette option-là. C'est quelque chose qu'on considère. Il faut juste voir aussi que tout dépend du modèle sur lequel fonctionne la pool. Si c'est un hobby, bon, très bien. C'est peut-être pas obligatoire. Par contre, si vous avez commencé à engager des frais pour ce qui est, je sais pas, une structure, une entreprise, le raisonnement est plus tout à fait le même. Parce qu'il faut bien penser que lorsque la saturation va diminuer de moitié, c'est exactement ce qui va se passer aussi pour les revenus du pool. Ils vont être diminués de moitié. Et donc, si vous avez un modèle économique qui fonctionne aujourd'hui sur une délégation de 60 millions d'ADA, il va falloir maintenir ce niveau de délégation globale à 60 millions. Et donc, ça veut dire obligatoirement ouvrir un autre pool lorsque la saturation va diminuer. Et nous, on risque de se retrouver dans cette situation où on a un modèle aujourd'hui, on a nos chiffres, on a nos prévisions, et ça voudra sans doute dire que pour maintenir le cap, il va falloir maintenir le niveau de rémunération qu'on a actuellement et donc ouvrir un deuxième pool.
Après, ce que dit Cédric, c'est tout à fait juste. Il y a maintenir la viabilité d'une entreprise, et puis il y a se goinfrer complètement comme le font certains pool farms sur un modèle qui est assez discutable. Et on n'a pas besoin d'aller dans ces extrêmes pour maintenir une viabilité non plus. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre en essayant de laisser le plus de place possible à tout le monde, de manière à, comme l'a dit Cédric, faire monter la décentralisation du réseau, parce que c'est aussi une valeur intrinsèque du réseau d'être extrêmement décentralisé. Ah, super, super. Ben ouais, effectivement, merci pour les réponses. Puis c'est ça, on voit un petit peu l'aspect et je suis content d'avoir cette discussion-là avec vous parce que on a deux volets où c'est séparé en deux. Donc, on a les stake pools un peu comme toi et Régis qui avaient peut-être l'option justement d'aller sur une deuxième pool. Par rapport aux changements qui vont arriver, donc on parle du cas qui va augmenter et puis qui va avoir un impact justement à ce niveau-là. Et pour pas que l'impact soit au niveau de la rémunération, au niveau de vos délégateurs, ben, la question se pose vraiment de se dire, bon, ben, est-ce que je reste comme ça ou alors j'ouvre un deuxième pool? Pour les autres, ben, c'est sûr que si on n'est pas encore dans le contexte ou dans la situation, ben, c'est sûr qu'on a encore de la marge de réflexion à ce niveau-là. Fait que c'est quand même très intéressant. Je comprends également que ça demande peut-être plus de travail et plus de gestion d'avoir un deuxième pool. Et je comprends également qu'il y a quand on parle de plusieurs pools, ben c'est ça. On voit que en avoir 2 ou 3 par nécessité, parce que la demande est là, c'est intéressant. Maintenant, d'avoir une entreprise et que ça devienne comme du farming, comme ce qu'on a eu finalement en 2017 lors de la dernière montée du Bitcoin, où là, il y avait plein de compagnies de mining qui ouvraient ça poussait comme la mauvaise herbe. On ne veut pas se retrouver dans ce genre de situation-là. Maintenant, est-ce que vous ne pensez pas qu'on risque, parce que staking arrive. Staking, c'est la prochaine, c'est le mining de 2017. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va arriver quand même dans ce genre de situation-là rapidement, notamment avec Cardano, qui est un projet Proof of Stake, qui a fait ses preuves, et que c'est ça, là, est-ce que Arriver où? J'ai pas tout à fait compris la question. Tu dis arriver à... arriver à des entreprises justement qui vont se spécialiser dans le staking, puis ouvrir plusieurs pools parce que ça va les rémunérer finalement. Ils vont créer des entreprises de staking comme il y avait des entreprises de mining en 2017. Moi, mon avis là-dessus, c'est que je pense que le prochain bull run sera... Il y a plein de gens qui s'excitent sur les DeFi coins, etc. Mon avis, c'est que en fait, les gens ont envie de front-runner les choses. Ça, c'est assez typique de tous les marchés qui sont émotionnels. Mais pour moi, c'est un peu comme vouloir, en fait, les gens qui essaient d'investir, par exemple, sur tout ce qui est DeFi, c'est un peu comme essayer d'investir sur des sociétés télécom quand les infrastructures ne sont pas prêtes, quand les câbles ne sont pas encore tirés. Et les gens oublient que pour que le DeFi marche bien, on a besoin d'avoir des infrastructures qui soient solides. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre base layer, donc la blockchain, type Cardano, a besoin d'être solide avant que ces projets puissent shine. On ne va pas investir sur du Vodafone ou du Telefonica avant d'avoir des infrastructures. Et c'est pour ça que je pense qu'une des choses que les gens sous-estiment beaucoup sur le prochain bull run, c'est toutes ces blockchains qui se sont développées autour depuis les 3 dernières années, les proof of stake blockchain. Et je pense que ça va être moins le bull run de ce genre d'infrastructure. C'est pour ça que j'ai investi dans Cardano. Mais sinon, pour empêcher les farms, c'est pour ça qu'on a le paramètre A0. Donc, aussi à voir quand K il va arriver à 1000.
je pense, on se doute tous que AOG, ils vont changer le paramètre à 0. Et donc là, l'influence du pledge sera beaucoup plus importante. Donc, pour quelqu'un maintenant qui veut ouvrir une deuxième pool, une fois que A0 sera changé, il faudra faire le calcul en disant, au lieu d'ouvrir une deuxième pool et donc mettre un deuxième pledge, peut-être qu'en gardant une seule pool avec un plus gros pledge, je pourrais peut-être faire autant d'argent. Comme là, on voit la One PCT, là, qu'ils ont 22 pools avec un petit montant de pledge. Peut-être qu'une fois que A0 sera bien calibré, One PCT, ils ont plus intérêt à avoir qu'une seule pool avec, genre là, je sais pas combien ils pledge One PCT, je crois que c'est 10 000 EDA ou un truc comme ça. Donc là, ils ont 22 000 pools. Peut-être qu'une fois que le A0 sera changé et bien calibré, ils auront plus intérêt à avoir juste une seule pool avec un pledge de 1 million et ils feront peut-être le même montant d'argent. Donc après, quand il y a l'incentive, je ne sais un peu plus comment on dit en français, quand il y a Incitatif, ouais. l'incitatif d'argent, et s'ils voient que c'est mieux pour eux d'avoir seulement une seule pool avec un plus gros pledge, ça pourrait fixer ce problème. Moi, je me Donc, posais après, la question de savoir si en fait finalement ce problème, c'est pas un faux problème et c'est un problème qui va se résoudre assez naturellement dans le futur, parce que je pense que c'est peut-être quelque chose sur lequel on va avoir l'option de voter quand on aura Voltaire et ce genre de choses. Finalement, on pourra demander à la communauté en fonction de la philosophie des gens qui participent, se diriger vers un paramètre que nous on aura décidé. Et finalement, plutôt que de laisser le paramètre aux mains de IOHK, finalement, c'est la communauté qui décidera. Et si la communauté ne veut pas de farming, on fera en sorte qu'il n'y aura pas de farming. Bon, moi, je voulais rajouter juste un point par rapport à ce que j'ai raconté tout à l'heure. Évidemment, quand je parlais d'ouvrir un deuxième pool, c'était si on gardait la structure des frais constante. Si on veut gagner la même somme, on est obligé d'ouvrir deux pools. Et la deuxième option qui s'ouvre, c'est de garder qu'un seul pool, de dire au revoir à la moitié de nos délégateurs en leur disant il existe plein d'autres pools qui sont compétents, qui font du bon boulot, n'hésitez pas à y aller. Et puis on prie, on croise les doigts pour que pile poil la moitié s'en aille et pas le reste. Ou alors, si on fait ça, ça veut dire pour gagner toujours la même somme, il va falloir monter les frais de notre pool. C'est tout simplement, on peut jouer sur les deux tableaux. Alors juste, c'est quelque chose que j'ai discuté dans le channel Telegram de Stakhanovit, mais je pense que c'est un point très important. Il faut bien comprendre pour un délégateur que c'est lui qui a le pouvoir. Où il délègue, c'est son choix au final. Donc même s'il a une pool farm en face de lui de 100 poules qui pledgent rien, qui ramassent et tout ça, s'il ne délègue pas chez eux, ces gens-là ne gagneront rien. C'est vraiment le choix du délégateur. C'est quelque chose de conscient et il faut vraiment que les gens qui délèguent soient bien conscients de ça, que c'est leur action qui dirige un petit peu la direction du réseau. Alors pour ce qui est des frais, je voulais faire juste un petit aparté sur la structure des frais, parce que c'est quelque chose, j'ai remarqué que ce n'était pas forcément très bien compris. Le réseau rémunère environ entre 5,5% à l'année des ADA qui sont délégués, ça c'est la base. Et là-dessus vont être prélevés des frais par le pool opérateur. Et donc j'expliquais dans mon channel que si je prends 1% de frais, ça va coûter une certaine somme, et que si je passe mes frais à 2%, ça ne veut pas dire que le délégateur va gagner 2 fois moins, pas du tout. C'est très important de comprendre ça, que la structure, le pourcentage des frais s'applique sur le return on stake, sur le ROS attendu par le réseau. Alors quelques chiffres pour bien mettre ça dans la tête des délégateurs.
Si le réseau rémunère à 5% et que je prends 1% de frais en tant que pool, ça veut dire que le délégateur va gagner 4,95% à l'année. Si maintenant je passe ces frais à 10%, ce qui a l'air énorme, le délégateur va gagner à la fin de l'année 4,5%. Donc c'est un pourcentage appliqué sur les 5%. C'est pas, il ne va pas perdre tout d'un coup 10 fois les rewards, il va juste perdre un tout petit peu. Et donc ça c'est très important parce que ça permet au délégateur de bien apprécier la structure des frais d'un pool et ne pas penser que parce que vous allez déléguer chez quelqu'un qui pratique 5% de frais, vous allez mécaniquement gagner 5 fois moins que si vous déléguez chez quelqu'un qui pratique 1% de frais. Il faut être conscient de ça parce que ça vous permet ensuite justement de vous échapper de ce discours marketing qui est de dire « moi, je prendrai que 1% de frais à vie tout le temps », c'est le cas de 1% Pool, alors qu'en réalité, si vous déléguez chez quelqu'un qui a 4%, la différence à la fin de l'année, elle est minime, elle est vraiment minime. On parle d'une dizaine d'ADA pour quelqu'un qui va déléguer 10 000 ADA. Voilà ce que ça représente en réalité. Donc, délégateur, surtout quand vous choisissez un pool, la structure des frais, enfin le montant des frais variables est peut-être le paramètre le moins pertinent pour choisir votre pool. Ce qui va compter, c'est qui est derrière, qu'est-ce qu'ils font, comment ils participent à la communauté, est-ce qu'ils font partie d'un gros complexe de pools ou pas, est-ce que ça participe à la décentralisation, est-ce qu'ils produisent des documents, est-ce qu'ils font de l'information, est-ce qu'ils communiquent bien avec leurs délégateurs. Tout ça, ça vaut largement 10 ADA par an. Je pense, c'est mon point de vue en tout cas. Donc voilà, c'était juste cette petite précision, je pense qu'elle est importante. Je m'en suis rendu compte il y a un peu moins d'un mois à peu près en discutant sur notre channel. Ben, c'est très important parce que c'est ça, niveau marketing, 1% Pool, c'est très attirant pour le délégateur qui ne comprend pas justement tout ce que tu viens d'expliquer. Et je pense que ça va être un des gros messages justement de ces femmes qui vont apparaître disant que bon, ben, nous, on est des spécialistes, nous, on n'a pas beaucoup de frais, fait que déléguer chez nous, fait que niveau marketing, je pense que ça risque d'attirer beaucoup de gens. Et maintenant, la question se pose à savoir, est-ce que, comme Jérôme l'a mentionné, est-ce qu'on laisse la communauté voter ou est-ce que la communauté va va avoir son mot à dire au niveau du vote pour trouver des mécanismes pour pas bloquer ce genre-là, mais peut-être mieux le gérer, ou alors on laisse tout simplement le marché décider à savoir, bon, ben, qui survit, puis quelles poules vont survivre, est-ce que les femmes vont avoir un gros impact, fait que c'est un petit peu ça. Et on voit que ça arrive, évidemment, au niveau du vote, parce qu'on peut actuellement s'enregistrer sur Catalyst, télécharger un nouveau Daedalus pour pouvoir voter sur certaines, notamment sur le financement de certains projets. Alors, on a vu que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc le Cardano Effect, le podcast, avait fait une demande justement pour avoir du financement. La demande a été refusée. Là, le Cardano Effect a décidé de s'arrêter, donc de fermer les portes. Comment vous trouvez ça? C'est quoi? Parce que pour moi, en tout cas, comme je le mentionnais, il y a deux choix. Donc, soit on laisse le marché décider bon, ben, qui survit, qui ne survit pas, ou alors on aide un petit peu les différents projets, puis en tant que communauté, on supporte certains projets et on voit comme justement IOHK le fait, ben, en donnant un petit peu de pledge, non, en donnant un petit peu de délégation, ben, ça permet justement à certains stake pools de pouvoir continuer à faire des blocs et tout ça. C'est quoi votre point de vue à ce niveau-là? Je peux commencer si personne veut débuter à ma place. Je dirais qu'il y a plusieurs niveaux dans ce que tu viens de dire, Quentin. Il y a déjà, au premier niveau, il y a quel pool est-ce que l'on veut voir survivre.
Alors ça, le vote, il est très simple. Ça s'appelle une délégation. Il n'y a pas besoin de catalyste pour décider si un pool doit rester ou pas rester. Il suffit tout simplement de déléguer. Et pour moi, la délégation peut être, je considère ça comme un vote de confiance. Quand je délègue, finalement, je vote pour un pool. C'est tout simplement ce que c'est, puisqu'on lui donne les moyens de survivre. Ensuite, pour ce qui est d'autres votes, il y a les votes des paramètres de la blockchain. Alors ça, pour moi, ce n'est pas encore vraiment dans les tuyaux. On sait que ça va venir, mais voter des paramètres tels que K à 0 et tout ça, on sait que ce sera possible. Quelles vont être les modalités? Quelle est la constitution de Cardano là-dessus? Pour moi, ce n'est pas encore clair. C'est-à-dire, quel est le quorum nécessaire pour faire passer un vote de ce niveau-là, parce que ça a quand même une conséquence assez lourde pour la blockchain. C'est pas très clair. Ensuite, il y a ce que tu mentionnes, Catalyst, où là, c'est pour voter les projets que l'on a envie de financer, les projets qui sont satellites, c'est-à-dire développer un cours Haskell, créer un outil, créer un nouveau wallet, enfin, tout ce qu'on veut. Ça, c'est des projets annexes à la blockchain elle-même. Et ça, pour ça, il y a le projet Catalyst qui permet de voter avec ces ADA. Et donc, ça peut suivre une mécanique de vote qui serait autre que, par exemple, changer les paramètres qui sont assez hardcore à la blockchain elle-même. Donc, il y a 3 choses. Pour moi, il y a le vote pour le pool, ça c'est la délégation. Ensuite, il y a les votes Voltaire. J'attends encore la mécanique et on va dire la constitution de Cardano à ce niveau-là. Et puis, il y a les votes Catalyst pour tout ce qui est projet satellite. Sauf erreur de ma part, le travail d'IOG, IOHK pourrait être financé par Catalyst. Donc là, ça pourrait être vraiment pour un travail sur la blockchain elle-même, non? Tout à fait. Après, IOG pourra être mandaté pour développer quelque chose sur la blockchain. Mais moi, je faisais référence plutôt à tout ce qui sont les paramètres existants de la blockchain sur définir K, définir A0. D'accord, ça j'ai bien compris, mais c'était juste pour préciser que Catalyst, en fait, ça peut aussi financer des choses qui vont avoir un impact. Oui, pardon, bien sûr. Ouais, ça peut bien sûr rentrer ensuite. D'ailleurs, je pense que le projet de Hydra, par exemple, qui est donc les state channels pour faire un petit peu une forme de sharding de Cardano, je pense qu'IOG a prévu de faire un proposal, une proposition de bourse sur Catalyst pour développer ça, si ça intéresse la communauté, effectivement. Moi, je vais répondre, pour répondre à tes 2 questions. La première, c'était sur le Cardano Effect. Je suis évidemment assez malheureux de les voir partir parce que je pense que c'est des gens qui étaient là depuis le début et qui ont quand même créé une dynamique et ce sentiment de communauté chez Cardano. Après, voilà, qui ne veulent plus, qu'ils ne veuillent plus poursuivre leur mission initiale, ça peut se comprendre. Ils ont fait combien d'épisodes? Au moins 70, peut-être 80, peut-être 100, je ne sais pas, mais ils ont quand même… Combien? 116. 116, d'accord. Donc 116, quand même, ça veut dire qu'ils ont quand même assez bien contribué à la communauté. En tout cas, ils ont permis de kickstart, de commencer, de créer un peu de momentum au niveau de la communauté. Donc voilà, derrière, peut-être qu'ils estiment que leur temps est mieux passé ailleurs et qu'ils ont déjà couvert une grosse partie des connaissances que doivent avoir la communauté. Ça se comprend. Et voilà, là-dessus, je n'ai pas tellement d'animosité envers eux. Je suis plutôt assez remerciant vis-à-vis de ce qu'ils ont pu apporter à la communauté de Cardano. Sur le Seafund, alors moi, c'est une des approches que le Catalyst, un des trucs que j'aime beaucoup. Ça me fait un petit peu penser aussi à ce que font d'autres sociétés. Dans le monde du business plus général, vous avez des sociétés comme par exemple TikTok, Bigo Live, qui eux aussi, YouTube, avec maintenant le YouTube Creators, ont en fait des fonds qui sont alloués au développement de l'écosystème. Et ça, c'est un modèle qui marche. C'est un modèle qui marche parce que vous incentivez des gens, vous incitez les gens à créer du contenu, et plus il y a de contenu dans la plateforme, plus les gens vont encore venir. Donc, en fait, vous avez cet effet vertueux qui se crée,
et c'est génial de le voir appliqué à une blockchain. Et je pense que c'est ce qui, sur le long terme, va nous permettre d'avoir vraiment toujours du renouveau, des nouveaux projets, avoir le sentiment qu'on participe à une blockchain. Donc le siphon, voilà, moi c'est quelque chose que j'encourage et qui, quand je regarde ailleurs, est un modèle qui a l'air de marcher, que ce soit TikTok, Bigo, YouTube Creation. Même Fortnite aujourd'hui encourage des gens à créer du contenu. C'est un modèle qui marche. C'est bon. Et sinon, pardon. Et Vas-y, sinon, Cédric. par rapport donc là, pour répondre à tes questions, donc pour le vote, moi je suis entièrement d'accord avec Malik quand il dit que le meilleur vote, c'est déjà la délégation. Donc c'est clair que les gens, il faut d'abord qu'ils soient éduqués. Il faut vraiment que les délégateurs soient éduqués, qu'ils comprennent qu'il faut vraiment choisir la pool qui satisfait leur philosophie. Donc je pense que plus il y aura d'éducation et que les gens, en fait, ils comprennent que une différence entre 1% et 3%, ça ne fait pas de grande différence. Je pense que toutes les grosses farm pools, ils seront peut-être, ça serait l'option pour ne plus avoir de farm pool. Après, pour le vote sur pour le changement de paramètres, donc quand on aura Voltaire, je pense que là, c'est peut-être un peu tôt de donner la possibilité de pouvoir voter sur ces paramètres, puisqu'on n'a pas assez d'informations. Là, ça serait vraiment… Là, s'ils faisaient un vote à l'heure actuelle en disant combien vous voulez que ce soit à 0, je ne pense pas qu'il y a assez de personnes qui ont les connaissances pour… même par rapport à moi, je pense que là, on n'a pas assez… Le sample, il n'est pas assez grand pour dire oui, je pense que à 0, c'est le numéro parfait, c'est 5 ou 10, ou je pense qu'on n'a pas assez d'informations là-dessus. Et sinon, ta deuxième question par rapport au Cardano Effect, moi, je trouve ça dommage. Comme je dis, c'est vraiment important d'avoir des informations. Donc, moi, je trouvais que ce qu'ils faisaient, c'était bien. Bon, après, je ne sais pas si les gens ils savent, mais bon, donc au début, eux, je crois que les 50 premiers épisodes, ils avaient été sponsorisés par IOEG. Et après, le reste, ils étaient sponsorisés par la fondation. Donc, en fait, ils avaient toujours des revenus, ils étaient payés pour faire ces épisodes-là. Et donc là, les fonds, ils ne reçoivent plus d'argent pour faire leurs épisodes. Donc, ils avaient le choix entre faire ça gratuitement. Gratuitement, il y a des chaînes parallèles avec lesquelles ils font de l'argent, parce que c'est quand même grâce à leur exposure qu'ils ont eu beaucoup de délégations. Et donc là, eux, par rapport à Catalyst, ils avaient demandé est-ce que vous voulez nous sponsoriser, est-ce que vous voulez nous payer, puisque AOEG et la fondation ont arrêté. Et donc, les gens ont répondu, ils ont dit non, il y a plein de youtubeurs qui font du travail gratuitement. Pourquoi vous avez besoin d'argent? Donc, moi, je pense toujours que toute peine mérite salaire. C'est vrai que ce qu'ils font, c'est vraiment de super qualité. Moi, je regarde tous leurs épisodes. Donc, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient arrêté. Mais bon, je pense que peut-être qu'ils vont… Je ne sais pas. Je sais que Philippe, je ne sais pas si vous savez, Philippe, il est francophone. Donc ouais, je lui ai parlé. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont dans le pipeline. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après. Peut-être qu'ils vont faire un truc similaire, séparé. Aucune idée. Mais c'est dommage de les voir partir. Mais bon, je comprends. Ils ont mis un proposal pour que les gens votent dessus. Les gens, ils ont voté. Donc après, il faut respecter le choix des gens. Donc, à voir. Mais c'est dommage. C'est dommage. C'est un bon programme. Mais après, il faut aussi voir, c'est grâce à leur programme, eux, ils ont eu vraiment beaucoup d'exposure. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont des grosses poules. Donc, ils font aussi de l'argent par rapport ils ont un peu les fruits de leur labor quand même. Donc, à voir. J'ai juste vu la nouvelle ce matin quand je me suis réveillé. Donc, c'est dommage de les voir partir. Mais bon, ça veut dire que maintenant, il y a free space, free place in a space. Donc, après, je suis sûr qu'il va y avoir des gens qui vont les remplacer. Donc, il y a une opportunité maintenant.
Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le parallèle et je comprends que les choses sont un petit peu différentes, mais c'est un peu le parallèle que j'avais mentionnant que ben, ils ont été supportés justement par IOHK, la fondation, puis comme Psycom, comme Malik l'a mentionné, ben, quand la fondation a délégué sur certains pools, ça a été une délégation temporaire. Quand IOG va déléguer sur certains pools, ça va être une délégation temporaire également. Fait qu'après ça, il faut que les stake pools soient capables de voler de leurs propres ailes. Et c'était un petit peu la même chose pour le Cardano Effect. Donc, ils ont reçu une certaine aide de IOG, de la fondation. Tout ça a été temporaire. C'est sûr que les frais qu'ils ont encourus sont quand même des gros frais parce qu'ils sont sur plusieurs plateformes. La même chose un petit peu pour les stake pool opérateurs. Il y a des frais à ce niveau-là. Et c'est sûr que plus vous avez de frais, ben, plus il faut du revenu pour ne pas être dans le rouge. Et donc c'était ça un petit peu le comparatif que je faisais, sachant évidemment qu'on ne peut pas exactement comparer des pommes avec. Ce n'est pas une comparaison de pommes avec des pommes, mais pour moi, c'est un petit peu comme si on avait un stake pool maintenant qui décidait d'arrêter parce qu'il n'y a pas le financement qui est là finalement. Et que, fait que c'est ça. C'était mon comparatif. Et peut-être corrigez-moi si je dis une bêtise, hein, n'hésitez pas, mais je crois que le Cardano Effect a fait une demande de fonds décentralisés qui représentait les 3/4 des fonds allouables pour ce tour de financement. Et un des soucis, c'était que le fonds de financement dans lequel il demandait cette bourse, il était avant tout dédié aux développeurs. En tout cas, c'est comme ça que ce fonds de financement avait été affiché. Et donc, il y avait peut-être un hiatus entre demander les 3/4 de la somme globale pour un podcast, alors que le titre du tour de financement, c'était attirer les développeurs. Donc finalement, il y avait peut-être un problème à ce niveau-là, que ça ne correspondait pas finalement aux attendus du tour de financement, et c'est sans doute peut-être pour ça que leur demande n'est pas passée. Alors est-ce que la fin du Cardano Effect est directement liée à la réponse négative du financement? Ça, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants de leur décision d'arrêter le podcast. C'est dommage, ça fait une centaine d'épisodes. Quand ils ont décidé de se lancer, ils parlaient de faire un podcast qui durait entre 1 heure et 2 heures. Et moi, j'étais surpris. Je me demandais ce qu'ils allaient bien pouvoir raconter pendant tout ce temps-là. Eh bien, ils l'ont fait pendant plus d'une centaine d'épisodes. Donc, chapeau à eux pour ce travail, en tout cas. Ils vont peut-être sortir quelque chose de mieux, hein, on ne sait pas. Hein, donc, voilà, laissons l'avenir nous dire. Exactement. Alors, ben, pour terminer, Cardano 2021, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui vous attire? Je sais que j'ai déjà posé peut-être la question individuellement à certains d'entre vous. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez pour 2021 pour Cardano en tant qu'opérateur, puis en tant que membre de la communauté? Je commence par toi, Jérôme. Alors moi, je suis d'un point de vue développement, je sais que mes 2 autres développeurs sont très excités par l'idée des smart contracts. Ils ont commencé à jouer un peu avec le playground. Nous, on vient du monde plus du trading algorithmique, trading haute fréquence. Et ça va être l'idée on va jouer un petit peu avec le playground, voir ce que l'on peut construire. Ça va être assez intéressant. Moi, d'un point de vue développement de notre pool, alors j'ai commencé une chaîne YouTube qui s'appelle Crypto Jérôme, qui est en anglais en revanche, où l'idée c'est de partager vraiment un certain nombre de connaissances sur le monde des cryptos en général. Par exemple, pourquoi est-ce que les cryptos c'est mieux que de détenir des dollars ou des euros, voilà, d'avoir un vecteur où à la fois je peux développer ma chaîne et le stake pool. Donc, pour moi, j'ai envie de dire que 2021 va être plus excitant que tout.
tous les blocs qu'on a essayé de construire depuis quelques années commencent à s'imbriquer. Et ça va être, je pense, juste génial de voir les choses se matérialiser devant nous. De ton côté, Malik? Oui, alors bon, déjà pour terminer 2020, c'est bientôt la fin de 2020, objectif rempli. Donc déjà, dans l'équipe, on est deux. Je pense qu'on peut être content. Transition mainnet réussie, stabilité du pool acquise, en tout cas pour cette année. Lancement de notre entreprise lié au pool, ça y est, c'est quasiment terminé. Donc ça, c'était quelque chose qui me tenait à cœur pour un petit peu donner une structure légale à cette activité. Donc pour 2021, ben, j'espère que ça se passera au moins aussi bien que pour 2020 en ce qui nous concerne. Et puis, j'en dis pas plus, mais on travaille sur une petite surprise. Alors, le travail est toujours en cours. Pas de date estimée de delivery, un petit peu comme chez Cardano en général. On va prendre notre temps et on espère que la petite surprise vous plaira. Voilà. Super, merci. Régis, de ton côté? De mon côté, bah, j'attends avec impatience les smart contracts. Je suis développeur, j'ai hâte de m'amuser avec ça. Voilà, essentiellement c'est ce que j'attends, avoir un testnet sur les smart contracts qui soit stable et sur lequel on puisse vraiment avoir une aire de jeu pérenne et évolutive. C'est bon, c'est bon. Et Cédric? Par rapport à Cardano, ouais, moi aussi, smart contract, je suis vraiment impatient de voir ça. Et puis par rapport à notre pool, donc nous on est très contents là pour l'instant là 2020, ça s'est bien passé. On a commencé à faire nos dons à des associations caritatives. Donc là on a déjà fait 2 dons, un en octobre, un en novembre. Et par contre nous on est en train de travailler. On a un projet, j'en ai eu plusieurs discussions avec Frédéric, donc c'est le nouveau CEO de la Cardano Foundation. Et en fait, on essaye de voir avec lui si on peut mettre pression sur des charités pour qu'ils acceptent des dons en ADA. Parce que pour l'instant, il n'y a aucune charité qui accepte les dons en ADA. C'est souvent soit du fiat ou quelques-unes qui font du Bitcoin. Donc, on a eu un call avec lui au début de la semaine. Et ouais, ils disent qu'ils pourraient nous aider, même si on avait si on arrive à avoir des calls avec des grosses associations caritatives, il s'est proposé de joindre le call avec nous pour mettre un peu la pression, en fait, pour en fait plus expliquer la plus grosse picture. Parce qu'en fait, on en a déjà parlé dans le podcast que j'avais fait avec toi. Nous, ce qu'on veut, c'est voir les charités et leur dire, voilà, il faut que vous acceptiez le ADA, mais en fait, c'est pas que ADA, surtout maintenant avec le staking, il y a de plus en plus de blockchains qui vont faire du staking. Donc, en disant, voilà, si vous acceptez ADA, vous pouvez aussi accepter Tezos et tous les autres. Donc, ça pourrait être big piece of the pie. Donc, accepter crypto, il y a vraiment un intérêt pour vous d'accepter les cryptos. Donc, il a dit qu'il nous aiderait, qu'il va aider à mettre la pression sur toutes ces œuvres caritatives. Donc, on va voir, mais on a de grosses espérances pour 2021. Donc, mais je vois une grosse différence là avec la fondation et je pense qu'ils sont vraiment plus réceptifs et ils ont un peu les mêmes les vues que nous sur tout ce qui est œuvre caritative. Donc, on est impatient de voir le changement pour 2021, mais on était très content de notre conversation avec Frédéric. Il est super sympa. Donc, super sympa et super accessible. Super. Alors, merci à vous tous d'avoir participé à ce podcast. C'était super intéressant d'avoir vos différents points de vue, de voir un petit peu où est-ce qu'on est rendu au niveau du staking puis des stake pools opérateurs.
dans cette première partie ou cette fin d'année de Shelly avec le lancement qui s'est fait au mois d'août. Savoir cette première expérience-là, le paramètre K qui a changé, qui est passé à 500, l'impact que vous avez senti ou pas ressenti, c'était très intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. C'est quelque chose qu'on va devoir refaire l'année prochaine définitivement lorsqu'on passera à 1000, parce que là, l'impact également sera exponentiel aussi de ce côté-là. De voir tout ça, ça va être intéressant. Et comme on s'en rend compte, et on le dit peut-être pas assez souvent, mais on est encore au début. Alors, on est encore au début des stake pool opérateurs, des stake pools, comme Jérôme l'a dit, de bâtir cette infrastructure-là. Et c'est sûr que nous, on est là depuis un certain temps, mais à l'échelle de l'impact que les crypto-monnaies, la blockchain et Cardano va avoir dans le monde, ben, on est encore au tout début. Alors ça va être très intéressant de voir ça dans l'avenir avec vous. Merci infiniment d'avoir participé à cet épisode. N'hésitez pas à déléguer vos fonds, vos EDA sur sur la stake pool Samurai de Jérôme, sur Stakhanovit de Malik, sur Ada FR pour Régis et sur la stake pool Kind de Cédric. Vérifiez que les stake pools ne sont pas à saturation. Oui, s'il vous plaît. On a de la place, on a de la place. Mais si vous avez écouté l'épisode, vous savez maintenant où est-ce que vous pouvez déléguer en toute sécurité. On continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France et je vous remercie encore infiniment pour votre temps. Ça a été très, 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 très apprécié. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Hein. Merci les gars. Salut, ciao, ciao. Ciao. Allez. Ciao.